Quand je me suis rendue au Daghestan, à l'automne 2008, je voulais retourner dans les villages dans lesquels j'étais allée 25 ans auparavant et voir ce qui avait changé depuis la fin de l'URSS. Lors de mon premier voyage, en pleine période soviétique, les bustes de Lénine étaient omniprésents et dans chaque village, c'était le secrétaire du parti qui était responsable de ma visite, alors qu'aujourd'hui c'est Shamil, imam, héros de la résistance à la colonisation tsariste, qui nous accueille. Pourquoi cet intérêt pour le Daghestan? Parce que, dans cette petite république du Caucase du Nord, vivent 32 ethnies différentes, parlant chacune leur langue. C'est un pays très pittoresque, où chaque village se distingue par une activité spécifique et par sa propre langue, souvent oubliée par les citadins, qui utilisent le russe, devenu dans tout le pays langue de communication depuis la soviétisation. C'est un pays de montagne longé par une plaine au bord de la mer Caspienne. Le Daghestan fait toujours partie de la Russie et a comme voisins immédiats la Tchétchénie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. О советском Дагестане я могу сказать и хорошее, и не очень хорошее. Почему? Потому что мое детство, юность, молодость, она прошла в советском Дагестане. И я не сторонник того, чтобы ругать все, что было в советском Дагестане, и хвалить то, что сегодня. Потому что я могу немножко оценить. Я и там жил, и я и живу сейчас здесь. Вот. Поэтому было очень много хорошего. Была более спокойная жизнь. Было меньше преступности. Одно время продукты были везде, но было и такое время в советском Дагестане, когда мало было продуктов, когда бюрократия была очень высоко развита, когда все-таки были некоторые несправедливости. Это я знаю просто из личного опыта. Сегодня разрешено все. Вот это несколько, конечно, пугает, потому что сейчас небывалый разгул преступности, когда вот разрешили все. То есть сегодня дагестанцы не все сумели воспользоваться вот этой свободой, которую дали дагестанцам. И поэтому я думаю, что предстоит еще немало времени, когда народ привыкнет к этой свободе и жизнь наладится. Но сейчас очень много проблем. Но назад уже дороги нет, надо только идти вперед, поэтому время покажет. Me voici donc aujourd'hui au Daghestan. À l'aube, nous arrivons dans le village de Gonoda, perdu dans les montagnes du pays Avar, berceau de la famille de mon guide. Je suis escortée par Mourtouz, le fils de l'imam de la région. C'est la fin du Ramadan. Comme le veut la tradition, dès l'aube, les femmes apportent des offrandes aux pauvres du village. Chacun donne plutôt du blé que de la farine, pour que cela fructifie. Les montagnards furent islamisés relativement tard, contrairement aux populations des plaines. Ce sont des sunnites. Ceux de Gonoda appartiennent à des confréries soufis. Dans la région, les mosquées fleurissent depuis la fin des années 1990. Celle de Gonoda est monumentale. On y vient de loin, de toute la Russie, pour fêter la fin du Ramadan.
La population du village double alors. L'affluence que je rencontre sur le parvis de la mosquée est exceptionnelle. Пример такой привел. Когда человек долго не пил воды, долго, жажда, и когда ему дали много воды, он сразу начинает много пить. И не всегда это бывает хорошо. Вот. Поэтому сейчас, когда в советское время мечетей было очень мало, многие закрыты были мечети, а некоторые были переделаны в клуб, склад, там вот такие помещения, то сейчас, когда разрешено строить мечети, люди начали активно строить мечети. А есть такие, что говорят, очень много мечетей, зачем столько много мечетей? Другие говорят, что это все в частном порядке делается. Кто хочет финансировать, тот и делает. Вот. Но я хотел бы отметить, что до 2017 года все-таки количество мечетей в Дагестане было больше, чем сейчас даже. И поэтому сейчас еще уровень количества мечетей сегодня еще не достигло уровня, который был до 2017 года. Les enfants aussi sont de la fête. Ils font le tour des maisons pour recevoir des friandises. Il y a 25 ans, j'avais deviné que c'était la fête seulement grâce aux effluves de pâtisserie et à un vieil homme qui avait revêtu toutes ses médailles pour l'occasion. Pour lui, célébrer la fin du Ramadan et être un bon patriote n'était pas contradictoire. Mais cela était clandestin. Personne n'avait alors prononcé le nom de Ramadan. Mourtouz m'emmène rendre visite à sa famille. Comme dans chaque maison, une table est dressée, souvent le plus près possible de la porte, pour que les visiteurs ne perdent pas de temps dans leur parcours marathonien. On se doit tout d'abord de marquer le respect dû aux personnes les plus âgées du lignage. Puis, Mourtouz m'emmène chez sa grand-mère. Le Ramadan est l'occasion pour lui de faire les quelques réparations qui s'imposent chez elle. C'est le jour où l'on manifeste sa solidarité avec ses proches. Cette année, il est très gâté. Il reçoit de sa tante 2 capes de berger en laine de mouton et surtout les galifets, pantalons d'uniforme du grand-père que ce dernier portait quand il est entré dans Berlin en 1945. Le petit-fils se proclame lui-même, en parcourant les rues du village avec ses trophées, champion du Ramadan 2008. Mourtouz me montre les palais du village. Ces demeures construites par de riches villageois ont piscine et tous les attributs du luxe. À l'époque soviétique, le seul palais connu était dans la capitale, celui du grand poète officiel Gamzatov. La modernité a fait son entrée avec la parabole et la vente de cartes de téléphone portable. Je croise même un jeune imam de la région qui ne lâche pas son téléphone pendant la prière. Aujourd'hui, jour de fête, le Godékhan est désert. Les hommes sont devant la mosquée. Le Godékhan est le lieu traditionnel où se rassemblent les hommes pour bavarder ou lors des enterrements. À l'époque soviétique, les savants en expédition y étaient invités à faire des conférences de propagande sur différents thèmes, comme par exemple les méfaits du Ramadan sur la santé. Il faut parler de l'islam politique, ou ce qu'on appelle aussi, il y a des mots différents qui sont utilisés de ce point de vue. On les nomme parfois intégristes, on les nomme fondamentalistes,
où il y a, c'est-à-dire des autres termes comme ils préfèrent, donc dans la région on les nomme aussi wahhabites, ou on les nomme salafites, c'est-à-dire les adhérents de salafis, c'est-à-dire ceux gens qui veulent revenir aux premières sources de l'islam, c'est-à-dire au Coran et à Sunna. Ce mouvement a ses débuts dans la région, en tout cas dans le Daghestan, à la fin des années 80, à la fin des années 80, et donc aujourd'hui vraiment a donné, a formé un vrai mouvement clandestin, une guérilla qui se continue déjà plusieurs années. Murtuz tient à m'emmener au cimetière. Il y a des pierres à la mémoire de ceux qui sont tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale et une plaque en souvenir de Mohamed Amin, originaire de Gonoda, maître spirituel de Chamil. Mais ce que veut surtout me montrer Murtuz, ce sont ces 9 pierres tombales, celles de 9 jeunes gens tués il y a 1 an, jour pour jour. Ils avaient entre 17 et 23 ans. C'est une tragédie pour le village. Ils s'étaient rassemblés pour fêter la rupture du jeûne et des hommes les ont abattus. Qui ? Pourquoi ? Les autorités accusent les Wahhabis, comme le pouvoir les appelle ici de manière péjorative, alors qu'eux-mêmes se nomment salafis. Mais dans la population, certains doutent que les salafis en soient responsables. Elles soupçonnent une opération des services spéciaux pour discréditer ces derniers qui s'attaquent généralement plutôt à la police ou à l'armée. La situation au Daghestan devient de plus en plus instable. Les attentats y sont quasi quotidiens. C'est l'une des 3 républiques du Caucase du Nord les plus agitées. Le Daghestan, au nord du Caucase, il a une place spéciale parce que c'est vraiment une république où il y a plusieurs nationalités. En tout cas, 14 qui sont reconnus officiellement. Il y a des petits foyers ethniques dans les montagnes, ça c'est sûr. Tandis que dans la plaine, la plupart des gens, à Machkala et même à Derbent, il y a plusieurs nationalités qui habitent tout à côté une d'autre. Donc si on commence toutes sortes de mouvements de ce type, cela va vraiment devenir en quelque sorte comme une bombe atomique ethnique. Cela va s'exploser finalement tout le Daghestan. Et les gens qui habitent là-bas, je crois, ils comprennent ça. Всегда считалось так, если род многочисленный, то это крепкий род. Почему? Потому что в минуту опасности все могут прийти на выручку, да? Когда много людей, все родственники, это сильный род бывает. Слабый род бывает, когда мало людей, родственников. Поэтому и сегодня, когда, например, кто-то из этого клана занимает какое-то хорошее место по работе, там, в обществе и так далее, конечно же, он старается к себе помощников, там, вот, чтобы рядом были, конечно, из своего клана. Но это и понятно, потому что считается, что если родственники будут, значит, они будут надежными, да, в его работе, в его деятельности. Они будут преданными, они будут честными, там, то есть свои родственники. Это сейчас есть такое явление тоже в Дагестане. Принято так, что если президентом Дагестана будет человек определенной национальности, значит, соответственно, премьер-министром будет другой национальности, а председателем парламента будет другой национальности. Вот эта перестановка. Это характерно для многоязычного, для республики, где много народностей, с тем, чтобы все никого не обидеть. Да, это, я, честно говоря, считаю, что не всегда эта система правильная, потому что человека надо определять на место не потому, какой ты национальности, а что у тебя в голове, какой ты умный ты, образованный ты, умеешь ли ты управлять и так далее. Поэтому, ну, к сожалению, сейчас вот это есть проблема и ситуация. Je quitte Gonoda, mais les images les plus fortes restent celles de ces jeunes gens abattus un soir, sans raison, en plein Ramadan.
Je pars pour Rugudja. C'est un petit village qui compte environ 700 habitants, dont la moitié est composée de retraités. On n'y revient que pour les enterrements. La population diminue à cause d'un fort exode rural. Kumsiat, la directrice de l'école, et l'ancienne secrétaire du parti, cette année, elle a suivi le jeûne du Ramadan. Elle me fait visiter son village et le cimetière. À Rugudja, il y eut en 1877 une révolte pour restaurer l'imama, pouvoir politique et religieux. 15 résistants avaient été tués et enterrés secrètement pendant la nuit. Ils sont maintenant considérés ici comme des saints. Cette mosquée est dédiée à Kudaklinski, originaire de cet endroit, considéré lui aussi comme un saint. Il est revenu mourir ici. Près de sa tombe, une petite maison a été érigée qui permet de s'y rendre en pèlerinage. Cette perche que l'on aperçoit, et sur laquelle sont accrochés des tissus, témoigne des nombreux pèlerins qui continuent à prier et à prononcer des vœux selon la tradition soufie. Contrairement aux cimetières musulmans traditionnels, ici les représentations sont autorisées et l'on trouve souvent les traits caractéristiques du défunt et même des portraits en pied, influence de la période soviétique. La directrice m'emmène dans son école et demande aux institutrices d'aller chercher chez elles des costumes traditionnels de mariée qu'elles essaient devant moi. Ces costumes ne sont plus portés, bien sûr, aujourd'hui. Auparavant, jusque dans les années 1960, on se mariait quasi exclusivement au sein de son touroum, c'est-à-dire de son clan. Je me souviens qu'à Kubachi, village de l'ethnie Dargi, la tradition était alors un peu différente. La veille du mariage, tous les jeunes étaient rassemblés dans un lieu collectif et les jeunes filles dansaient sous l'œil attentif des mères qui cherchaient une femme pour leur fils. À Rugudja, Kumsiat m'explique qu'il y avait auparavant 650 élèves. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 128. Dans le village voisin de Tchour, le directeur de l'école évoque donc l'éventualité d'une école unique, regroupant les enfants de tous les villages alentours, car il ne sera plus possible de les maintenir toutes ouvertes. Dans l'école de Rugudja, aujourd'hui rien n'a beaucoup changé depuis l'époque soviétique. Le conseil pédagogique a par exemple pris la décision de conserver l'uniforme obligatoire. Lorsqu'on pénètre dans une classe, l'attitude des enfants vis-à-vis des adultes est très respectueuse et réservée. L'atmosphère dans les classes varie beaucoup selon les directeurs. Ainsi, dans certains endroits, des écolières assistent aux cours la tête couverte, tout comme bien souvent leurs enseignantes. Celles-ci m'ont raconté comment, à l'époque soviétique, on les obligeait à donner à boire un verre d'eau aux enfants à leur arrivée en classe, au moment du Ramadan, pour leur faire rompre le jeûne. Aujourd'hui, certains pratiquent, d'autres non, mais un chef d'établissement n'oserait plus s'en mêler. On accueille les enfants dans leur langue maternelle pour la première classe, mais dès la deuxième année, l'enseignement se fait en russe et tous les manuels sont en russe. Il y a donc d'une part la langue de la maison et du village, et d'autre part la langue officielle, celle de l'école. On m'a dit que dans certains villages salafis, les filles ne sont pas envoyées très longtemps à l'école. Leur place, selon leurs parents, étant plutôt à la maison. L'équipe pédagogique n'a visiblement pas le pouvoir de s'opposer à cette décision.
l'école du prochain village où je me rends, Socrate, près du vieux poêle à bois, toujours en fonction, je découvre une salle informatique équipée d'ordinateurs dernier cri. Ils ont été offerts par le mécène local, originaire du village, qui a également financé la mosquée. Comme c'est souvent le cas, il joue aussi un rôle politique important. Dans ce village de Socrate, j'avais rencontré, il y a 25 ans, Mohamed, directeur de l'école et secrétaire du parti, ainsi que sa femme Fatima, enseignante également et chef du syndicat. Il m'explique aujourd'hui qu'on lui avait recommandé à l'époque de me montrer le village uniquement d'en haut et de ne pas me faire visiter les rues du village. Je retrouve aujourd'hui ce couple. Ils sont devenus islamistes, salafis comme ils se nomment. Elle est voilée, apprend l'arabe et ils préparent leur 3e pèlerinage à la Mecque. C'est un notable dans le village. Je le vois réprimander un jeune garçon qui doit revenir sur ses pas pour le saluer. Sa femme se prépare à la fête en cuisant moult pâtisseries. Les habitants iront chez eux, car ils font partie de ceux que l'on respecte et ils s'apprêtent donc à recevoir de nombreuses visites. Magomed me dit que les oligarques sont pires que les bureaucrates du système soviétique. Sa critique de la corruption semble être essentielle dans son adhésion au salafisme. Cet engagement religieux est motivé par une remise en cause du système politique et du fonctionnement des élites au pouvoir. Cela, je crois, plus ou moins reste comme cela existait auparavant. Donc, certainement, l'élite du Parti communiste qui existait pendant les dernières années, pendant l'époque soviétique et les dernières années et l'époque de transition, toujours est au pouvoir. Par exemple, Magomed Ali Magomedov, qui était qui présidait le Conseil d'État avant le président actuel, lui, il était auparavant le président du Soviet suprême de Daghestan. Donc il était vraiment haut fonctionnaire du Parti communiste. Les villageois de Socrate, salafis, voulaient choisir comme imam un jeune salafi du village, parti faire ses études en Arabie saoudite. Les villageois ont dû l'imposer à la direction des musulmans, après de longs débats avec le moufti, le chef religieux, venu spécialement de la capitale, le chef de l'administration de la région, le chef de la milice et le procureur. Ici, la majorité des villageois est salafi, tandis que la position officielle est incarnée par un cheikh soufi, Saïd Afandi. Il s'agit à Socrate d'un islamisme fondé uniquement sur la foi, et non pas d'un islamisme combattant. La population de Socrate a finalement obtenu gain de cause en novembre 2007. C'est l'imam salafi qui a été élu. Il y a quelque sorte qu'on peut nommer quelque sorte de concordat entre l'État daguestanais et l'administration spirituelle. Devenir aujourd'hui un muride, un disciple de Saïd Effendi, au Daghestan, c'est vraiment prestigieux. C'est dans quelque sorte comme autrefois c'était de devenir membre du Parti communiste. Ouais, c'est peut-être... Mais est-ce que ça donne un pouvoir? Ouais, c'est-à-dire ça donne vos possibilités de promotion sociale. Pourtant, Socrate a été dans l'histoire le haut lieu du soufisme au XIXe siècle. En témoignent des tombes, comme celle des Trois Frères, qui est un lieu de pèlerinage, et celle de Yaraksky, l'idéologue du mouvement de résistance sous l'égide de l'imam Shamil. À l'époque soviétique, on venait de loin s'y recueillir en secret, alors qu'aujourd'hui, la communauté de Socrate est très opposée à ces manifestations qu'elle qualifie de superstitieuses. Elle enjoint même de ne pas faire d'offrande, mais les pèlerins continuent cependant à y venir. Curieusement, à l'époque soviétique, les signes des visites étaient plus visibles qu'aujourd'hui. Pourtant, la tombe de Yaraksky continue à être une des plus visitées. Dans la région de Gounib où nous sommes, les deux grands villages adeptes du salafisme sont Socrate et Koudali. À Socrate, je suis accompagnée par Patimat, une jeune historienne de la capitale. Comme nous sommes hébergés chez Mohamed, lui-même salafi, cela donne lieu
à une rencontre haute en couleurs entre la citadine et ce jeune villageois salafi de Koudali, ami de la famille. Мы имеем только, мы можем просить у Аллаха, Субхану ва Тааля. Я не Вот хочу это как просить, вот потому Аллах- что другим Аллах- просто так дает. Ну, Они не просили. Аллах, наверное, так хочет. Тот же Надыр Хачилаев, Ну. убийца, тот же Гаджи Махачев, убийца, да? Понимаешь? И Всевышний послал им, и, к сожалению, Это же его дело. Понимаешь? хорошо, хорошо. Мы же не можем же упрекать. Его нет, я не упрекаю, но я объясняю тебе свою позицию, почему я не делаю... Ну, у тебя возникает опять же вопрос, Потому что, почему? подожди, потому что он кому хочет, тому посылает, согласна, но он послал абсолютно все, власть и деньги людям, страшным, морально страшным людям. И, к сожалению, живя в этом мире, мои дети будут зависеть от этих морально страшных людей. Абсолютно. Поэтому я хочу бежать из республики, просто-напросто. У меня не получилось, дети уйдут. Потому что Всевышний дал власть и деньги ужасным людям, бандитам, преступникам и убийцам. Вот моя позиция. Что касается о наличии вот так называемых ваххабитов в каких районах, то вот так произошло, что немало их, например, существует сегодня, по нашим данным, в селении Сагратель, Кудали, это аварские села, Даргинские села, это вот Карамахи, Чабан-Махи, были там противостояния. Ну, в общем-то, они есть везде. La jeunesse musulmane au Daghestan devient plus active et parce que les possibilités de l'opposition légale ne sont pas larges dans cette république et comme dans tout le Caucase du Nord en effet. Donc se forme cette opposition illégale, cette opposition clandestine, l'opposition armée. Au Daghestan, la corruption est un phénomène généralisé qui a pour conséquence qu'un certain nombre de jeunes gens prennent le maquis. On les appelle les frères de la forêt. C'est un mouvement de résistance au pouvoir en place. Мое личное мнение, что вот этот ваххабизм, он появляется всегда в том регионе, где нестабильность. И вот когда люди, особенно молодые люди, недовольны тем, что у них нет работы, что у них маленькая зарплата, что у них не приспособлены они к жизни, вот многие ищут спасения вот в вере, да? А надо им отдать должное вот, ваххабитам, что они очень хорошо могут убедить молодого человека, что вот видишь, власти не принимают тебя, что вот нету работы, и тогда давай идем к нам, мы будем бороться против этой власти. То есть тут не сколько религиозная основа, а сколько социальная. То есть человек, молодой человек без работы не может поступить в университет или в институт, потому что надо деньги, не может значит, заработать деньги. Что ему остается делать? Он злой становится. Он становится агрессивен против правительства, против властей. А где он может найти выход? Он может найти выход у ваххабитов. Вот он идет к ним, и уже там они становятся тем, кто сейчас они есть. Но и среди них есть тоже проблемы, потому что одни считают, что надо вести вооруженную борьбу, только вооруженной борьбой можно сделать порядок. А другие все-таки считают, что нельзя проливать кровь, нельзя, надо просто работать больше убеждать людей и так далее. Depuis la fermeture des kolkhozes, la vie est de plus en plus difficile. Le combinat de laine à Tchor, qui assurait du travail aux femmes, est fermé depuis longtemps. On a bien attribué une parcelle de terre à chacun, mais l'oligarque local, qui a le pouvoir, a racheté les terres du kolkhoze et les habitants doivent les lui louer s'ils veulent s'agrandir. Généralement, ils préfèrent alors partir dans la plaine ou travailler sur des chantiers en ville. À l'époque soviétique, l'économie de ces villages était prospère. Les kolkhozes fonctionnaient, on y faisait de l'élevage et de l'agriculture en terrasse, mais aujourd'hui, de nombreux villages sont quasiment laissés à l'abandon. Des rues entières sont désertes. Nous sommes dans la rue Lénine, la rue principale. Il ne reste plus ici que 2 vieilles femmes. L'une vit avec son fils atteint de folie et l'autre vit seule. Je la rencontre assise sur le pas de sa porte, attendant que quelqu'un passe pour pouvoir lui parler.
Да, сегодня Дагестан переживает не лучшие времена, потому что в горных аулах, высоко в горах, где нет работы, а жить всем надо воспитывать детей, надо их обучать, надо им давать работу. Поэтому в тех селах, где нету рабочих мест, то, конечно, молодые люди, они идут куда-то в поисках работы. И они идут или в города, или в другие села, или же даже уезжают за пределы Дагестана. С тем, чтобы найти работу, кормить и посылать деньги уже туда. Поэтому и сегодня это есть такая проблема, что многие села, они стали почти пустыми или полупустыми. То есть там многие не живут. Повезло тем селам, где рядом какая-то есть строительство, моста, дороги, электростанции. Тогда уже рабочие силы есть, и это село, оно существует как вот, полное, со всеми людьми. Le Daghestan connaît un renouveau de la religion, mais toutes les mosquées ne sont pas fréquentées de la même manière. La construction de ces mosquées contribue au prestige de celui qui les commandite, mais n'est pas la garantie de la ferveur des villageois. Есть, да, это скрывать его, этот факт нельзя, потому что не все аулы достаточно религиозные, то есть аулы, села, которые отличаются именно религиозностью. Это очень много зависит от местного имама и его работы. Если он ведет хорошую пропагандистскую работу, идеологическую, то у него, как правило, всегда бывает много учеников и жителей, которые посещают мечеть. Если же он несколько пассивный, то, конечно, и людей там бывает мало. Это очень много зависит от личности. От личности вот этого имама каждого села. Поэтому есть такие села, которые мечеть построил большую, богатый человек, но людей еще мало ходят. Ну, вот такая ситуация есть. Je quitte Chor et vais à Gounib, chef-lieu de la région. La place centrale où se trouvent les bâtiments des autorités locales n'a guère changé depuis l'époque soviétique. En 1983 trônaient les tableaux des plans quinquennaux et des héros de l'Union soviétique. Aujourd'hui, ce sont ceux des héros du travail de la région de Gounib. Certains bustes traversent l'histoire. À la même place, immuable, Lénine, avec à ses pieds Ordzhonikidze et Kirov. On trouve même encore dans certains villages Staline. La seule chose qui est changée sur cette place, c'est Chamil, secrètement vénéré à l'époque soviétique, mais absent des représentations officielles. Chamil occupe aujourd'hui une place privilégiée. J'abandonne les montagnes et regagne la capitale pour assister à la cérémonie religieuse qu'organise une amie pour la naissance de son petit-fils. Mon ami d'ethnie koumouik, turcophone, est issu d'une famille athée, mais a pourtant tenu à cette cérémonie religieuse. Comme dans chaque famille au Daghestan, la pratique de la religion ressurgit, mais pas toujours de façon très stricte. Ainsi, mon ami n'a pas respecté le nombre de jours prescrits pour organiser cette cérémonie, afin que je puisse y assister. Et comme les imams de la mosquée de son quartier n'étaient pas disponibles en cette période de Ramadan, c'est moi qui ai dû faire venir un imam des montagnes, rencontré pendant mon voyage.
Or cet imam était avare, ce qui choqua l'assemblée familiale, qui ne comprenait pas pourquoi les prières n'étaient pas dites dans leur propre langue. Nous assistons à un zikr, cérémonie soufie, où les prières sont répétées sous forme de litanie. Y participent, hormis l'imam et un ami, les proches de la famille, dont un cousin chiite responsable de la mosquée. Ce dernier tentera constamment de fermer la porte pour m'empêcher de filmer. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. L'enfant, comme la tradition le demande, porte le nom de l'ancêtre disparu. Pendant les 40 premiers jours, le nouveau-né peut être menacé par les mauvais esprits. L'imam chuchote 3 fois à l'oreille de l'enfant son nom pour tromper les esprits. L'enfant commence seulement sa vie d'homme à partir du moment où le prénom lui est attribué. On lui donne alors du miel pour que la vie lui soit douce. И у нашего мальчика. Это имя моего папочки. Вот он наш папа. Заслуженный человек был такой. Aujourd'hui, la religion est beaucoup plus présente qu'elle ne l'était à l'époque soviétique. Cela n'empêche pas un certain nombre de gens de se comporter encore de façon soviétique. L'éducation reçue par la génération de ceux qui ont aujourd'hui la cinquantaine est très marquée par la survivance du soviétisme. Les actuels dirigeants politiques intègrent leur formation d'origine à la soviétique et les nouveaux éléments issus de la culture musulmane. D'anciens dirigeants communistes se trouvent aujourd'hui dans des camps opposés, les uns étant soufis et les autres salafis. Les élites se sont adaptées parfois pour ne pas perdre leur statut de notable. Mais ce retour de la religion peut être dans certains cas une source d'instabilité. Au Daghestan, comme en Tchétchénie, et surtout aujourd'hui en Ingouchie, les attentats quotidiens sont très préoccupants pour le pouvoir central. La guérilla se continue, donc il y a toujours le mouvement clandestin musulman et les activistes qui organisent toutes sortes d'attentats, pas à Daghestan, mais aussi en Ingouchie, en Tchétchénie et même à Kabardino-Balkarie récemment. Donc, nous voyons donc, que cela montre que la situation n'est pas stable. Je ne vois pas que vraiment il y a une stratégie, disons, de gouvernement russe pour cette région. Il y a, la politique est plutôt influencée par la tactique. Au Daghestan, que j'ai retrouvé 25 ans après mon premier voyage, c'est un tout autre pays que je découvre. Ce n'est plus le Daghestan des villages de montagne, en partie clos sur eux-mêmes, que j'ai connu, mais un monde confronté aux vicissitudes de l'économie et du chômage. Le Daghestan se trouve aujourd'hui dans une situation de grande dépendance vis-à-vis de la Russie. Près de 90% de ses ressources budgétaires viennent de Moscou. Divisé par ces très nombreuses ethnies, ce pays ne peut et ne veut aujourd'hui prétendre à l'indépendance. Это полный хаос. Экономика, если в советское время Дагестан был донором, то есть в Дагестане были заводы, фабрики, овцеводство, животноводство, промыслы художественные работали. И мы не только кормили себя, Дагестан, но еще помогали другим республикам. То сейчас обратная ситуация. Заводы почти не работают, фабрики не работают. Вот животноводство только развито.
И очень много, конечно, проблем. Поэтому я думаю, что нужен хороший руководитель, хозяйственник, который бы постепенно наладил бы экономическую жизнь в Дагестане. Пока этого нет. La Russie n'a pas su finir la guerre en Tchétchénie, ce qui, depuis une quinzaine d'années, entraîne une dégradation de la situation dans le Caucase. La stabilisation du Daghestan dépend aussi d'une stabilisation de la situation en Russie et d'une ouverture politique. Livré à lui-même, le Daghestan ne peut trouver d'issue. C'est à une échelle régionale que la solution doit être envisagée. Show